Bonjour, mon nom est Norman John Hébert et je suis vice-président et chef de l'expérience client chez Groupe Park Avenue. Groupe Park Avenue est un regroupement de 25 concessionnaires dans le Québec puis à travers le Canada. On est une entreprise familiale. Ça fait 60 ans qu'on est en existence. Ça a été fondé par mon grand-père en 1959. Aujourd'hui, le Groupe Park Avenue, oui, c'est 25 concessionnaires, mais c'est 1200 employés. Je suis un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard de dollars canadiens. On est fiers d'être une business locale. On est en croissance. Puis aujourd'hui, on est rendu au stade où est-ce qu'on passe de la deuxième génération à la troisième génération. Le groupe Park Avenue est né en 1959. Puis l'histoire de sa fondation est vraiment une histoire typique dans l'entrepreneuriat. Alors, mon grand-père, qui s'appelait aussi Norman, lui, c'était vraiment un entrepreneur inné. Quand il était tout jeune, il vendait de la glace dans les ruelles de Saint-Hubert. Et puis il a décidé, dans son secondaire 2 ou 3, de décrocher parce qu'il voulait vraiment être en affaires. Puis, le premier business qu'il a lancé, c'était une business de livraison de pièces automobiles. Alors, il achetait des pièces, des usines, puis il les vendait à des petits garages, des carrossiers et puis des concessionnaires du coin. Aujourd'hui, c'est une business comme ça serait un peu comme Unipièce ou Napa, des gros, mais lui, était tout petit. Puis l'histoire est quand même typique parce que, tu sais, le jour, mon grand-père, il faisait sa tournée, il vendait ses pièces, il faisait la livraison aussi. Le soir, il revenait à la maison. Son épouse, ma grand-mère, Joanne, faisait les factures, faisait l'emballage des pièces. C'était vraiment une histoire d'amour en même temps que partir en affaires. Ses clients l'aimaient beaucoup. C'était quelqu'un qui a pu croître sa business assez rapidement. Puis ses plus gros clients dans le temps, puis ça c'est dans les années 1050, c'était les concessionnaires automobiles. Il faut se dire, dans les années 50, il y avait 3 marques vraiment qui existaient au Canada en termes d'auto. Ford, Chrysler, puis General Motors. Et puis, ce que mon grand-père voyait, c'est que les gens qui avaient le plus de succès, les concessionnaires dans le temps qui avaient le plus de succès, c'était les concessionnaires de General Motors. Fait que mon grand-père, qui avait des débuts très modestes, qui a parti son affaire, lui, a dit, ben moi, je veux être comme les concessionnaires de General Motors. Il s'est pointé à Toronto, puis il est allé cogner à la porte de General Motors à Oshawa, puis il dit « Bonjour, mon nom est Norman Hébert, puis j'aimerais être concessionnaire de General Motors. » Ce qu'ils ont dit « Absolument pas, on ne vous connaît pas, vous venez de rien, ça ne marchera jamais. » Parfait. Il n'a pas lâché, par contre. Puis il a continué chaque année, il a continué de faire ses demandes, d'aller les voir. Puis finalement, il a eu sa chance. Puis sa chance n'était pas d'ouvrir un beau concessionnaire dans le meilleur marché au Canada, c'était de racheter un concessionnaire qui était sur le bord de faire faillite. Ce concessionnaire-là était localisé sur la rue Park Avenue, qui aujourd'hui s'appelle l'Avenue du Parc, et Sherbrooke, à Montréal, au centre-ville. Et son nom était Park Avenue Chevrolet, dont le nom de notre entreprise. Fait qu'il a acheté en 1959, puis c'est ça la fondation du groupe Park Avenue. Suivant l'achat, il a dû faire un gros turnaround de l'entreprise. Et puis, je pense qu'il y avait des gros défis de culture à l'intérieur de l'entreprise, de talent, etc. Fait qu'il a fait un gros revirement de l'entreprise et par la suite, il y avait une vision. Il y avait une vision de déménager cette entreprise-là du centre-ville de Montréal, la place la plus achalandée, probablement au pays dans le temps, pour aller plus dans la banlieue de Montréal. Parce qu'il se disait, il voyait les tendances aux États-Unis, il disait les gens vont déménager des centres-villes tranquillement. Et puis, fait qu'il s'est mis à la recherche des terrains, des terres dans les banlieues de Montréal. Puis dans le temps, le banlieue de Montréal, on s'entend, c'était Jean Talon et Viault, là, toujours sur l'île. Il a acheté une ferme et puis il a construit le nouveau Park Avenue Chevrolet. Il a déménagé là. On parle dans les années 63 environ. Tranquillement, mais pas vite, je dirais dans les années mi-60, Park Avenue Chevrolet était rendu un des plus gros concessionnaires Chevrolet au pays. Il vendait à peu près 4000 véhicules par année. Et puis le succès commençait avec ça. Il a intégré la marque Cadillac dans le temps, Oldsmobile par après.
Puis mon grand-père n'a pas juste arrêté ses exploits entrepreneuriales avec le concessionnaire. Il voulait rendre l'expérience, puis il voulait rendre l'industrie automobile un peu plus haut de gamme. Il trouvait que dans le temps, puis aujourd'hui, il y a quand même des perceptions pas tout à fait favorables autour des concessionnaires automobiles, mais dans le temps, il voulait amener un prestige autour de l'automobile et autour des concessionnaires. Fait que dans les années 60, il a convaincu les fabricants de venir s'installer au Palais des Congrès au milieu de l'hiver, au mois de janvier, puis il a fondé le Salon international de l'automobile de Montréal. Je pense que c'était en 68, ça. Et puis, fait que tout au long de sa carrière, il a voulu un peu innover, même s'il était déjà rendu à ce stade-là. Mon père, la deuxième génération, qui s'appelle aussi Norman, pas très original avec les noms, lui, il a fait son bac en affaires. Par la suite, il a fait sa maîtrise en droit à l'Université d'Ottawa. Puis il était avocat. Il pratiquait son droit chez McCarthy Tétrault à Montréal. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait un peu dans sa vie quotidienne, puis il voulait possiblement intégrer l'entreprise familiale. Fait qu'après avoir passé le barreau, puis a passé quelques années dans le cabinet d'avocat, il s'est joint à mon grand-père à la fin des années 70, début des années 80. Et puis ensemble, ils ont créé une compagnie de location qui était la première le premier genre de ce business-là au Canada, parce que dans les années 70, les gens pouvaient juste acheter les autos. Ils ne pouvaient pas les louer, faire la location, le leasing. Puis encore une fois, ils voyaient les tendances aux États-Unis, dans le reste du Canada. Ils disaient, c'est quelque chose qui manque au Québec. Il faut pouvoir offrir ce service-là. Ils ont fondé Location Park Avenue, puis ils ont bâti une flotte d'automobiles. Ils ont bâti la possibilité pour ses clients de vraiment louer leur auto au lieu de les acheter. Mais ce qui est quand même intéressant, quand on pense au premier repreneur qui arrivait, qui est mon père, la deuxième génération, lui, il voyait un problème fondamental avec le business qui roulait super bien, que mon grand-père avait bâti. Et puis, c'est que lui, il regardait tous ses amis, des jeunes professionnels, des universitaires, puis aucune de ces personnes-là voulait conduire un Cadillac ou un Chevrolet. Parce que eux autres, dans les années 80, voyaient les nouvelles marques qui arrivaient sur le marché. Toyota, Honda, BMW, Volkswagen. Puis ses amis étaient intéressés plus par ces marques-là que les marques de leurs parents, les Cadillac, ainsi de suite. Alors, il est allé voir son père, il a dit, on va avoir un problème fondamental. Il faut qu'on développe un nouveau marché. Il faut qu'on développe ces nouvelles marques-là. Mon grand-père, qui était quand même vendu à General Motors, c'est eux autres qui lui ont donné sa chance en affaires, a quand même écouté son fils. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il a dit, je comprends d'où cette perception-là vient. Puis il a lancé le défi à son fils. Il a dit, bien, trouve-moi le prochain gros marché aux alentours de Montréal, encore dans le banlieue. Trouvons du terrain, puis essayons de construire quelque chose qui n'a jamais été construit encore au Canada. C'est un centre d'achat d'automobiles. Une place où est-ce qu'il y aurait plusieurs concessionnaires, un à côté de l'autre. Puis 2-3 ans plus tard, le complexe de l'auto à Brossard a été sous construction, où est-ce qu'il attendait la marque BMW, Audi, Volkswagen, Honda, Toyota et Nissan, ce qui ont ouvert à la fin des années 80 90. Fait qu'on voit un peu le processus typique du repreneur qui arrive, qui dit, ben moi, je vois la vision, mais j'aimerais apporter ma sauce secrète. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est que la première génération lui a laissé faire ce move-là. Fait que, puis depuis ce temps-là, le groupe est passé de 8 concessionnaires à 25. Et puis aujourd'hui, tu sais, notre fierté, c'est tous les gens qui travaillent avec nous tous les jours, puis c'est les 1200 collaborateurs qu'on a avec nous, qui nous fait confiance tous les jours. Fait que c'est un peu ça l'histoire. Mon histoire
et puis mon intégration dans l'entreprise est un peu similaire à la deuxième génération. Mais je vais commencer par dire que, d'un, j'ai une sœur, ma sœur Kathleen, qui est associée au Boston Consulting Group à Toronto, n'est pas impliquée dans les opérations de la business. Et pour elle et pour moi, quand on était jeunes, il n'y avait jamais, jamais, jamais de pression mise par mes parents, ni mon grand-père, pour rentrer dans cette business-là. Ce qui était excessivement important pour mon grand-père, c'était l'éducation. Mon grand-père n'a jamais eu la chance d'avoir une éducation universitaire. Il a quitté les études au secondaire pour fonder sa business. Fait que pour lui, pour ses enfants, c'était excessivement important que mon père et ma tante aillent à l'université. Les deux ont fait ça, dont ma tante à l'Université de Montréal. Et sa fille, Annie, qui est associée chez Accenture à Montréal, qui a passé par Concordia et HEC Montréal pour son MBA. Ma sœur qui a passé par Queens puis Harvard, puis moi qui ai passé par SiNFX puis HEC MBA. Pour lui, c'était ça l'important, c'est qu'on puisse ouvrir nos horizons et avoir la chance qu'il n'a jamais eue. Cela dit, quand j'étais jeune, au secondaire, même peut-être fin de l'école primaire, je passais mes étés à travailler dans nos différents commerces. Pas parce que mon père me forçait, pas parce qu'il avait absolument besoin de moi dans les commerces, plus par intérêt que je voulais peut-être passer au début 2 semaines, puis après 3 semaines, après 1 mois. Puis je faisais toutes sortes de différentes jobs. Puis ma sœur était à côté de moi aussi avec ces jobs-là. Je déballais des pièces automobiles, je faisais les commandes de pièces. À un moment donné, je vendais des autos, j'achetais des véhicules d'occasion, toutes sortes de différentes choses comme ça. Mais suite à mon bac en finance que j'ai fait en Nouvelle-Écosse, à SiNFX, j'ai décidé que je voulais pas rentrer dans l'entreprise familiale tout de suite. Pour quelques raisons. De un, je n'étais pas certain que je voulais travailler dans l'industrie automobile, dans le commerce de détail. Je n'étais pas convaincu que c'était ça que je voulais faire et je voulais voir autre chose. Alors, je me suis joint à une firme de conseil en stratégie qui s'appelle Oliver Wyman en 2008-2009, en France et puis à Paris. Et puis, j'ai travaillé là pendant 3 ans, fait 1 an à Paris puis quelques années aux États-Unis, en travaillant dans différents types de business. Puis c'est ça que mon expérience m'a donné en conseil, ça m'a permis de voir 4-5 industries, différents types de fonctions en business, entre autres le commerce de détail, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, la complexité du commerce de détail, la complexité mais la simplicité aussi en même temps du commerce de détail. Et puis après mes 3 ans, j'ai décidé que je voulais probablement continuer mon éducation avant de considérer de rentrer dans l'entreprise familiale. Et j'ai décidé de faire mon MBA au HEC Montréal. Et puis c'est par la suite que j'ai décidé d'intégrer l'entreprise familiale. Fait que je dirais que c'est après à peu près 7 ans, incluant l'université puis l'expérience de travail dans mes années adultes. Après 7 ans, j'ai décidé de rentrer dans l'entreprise. Et puis là, ça va faire 5 ans. Et puis, je suis tellement content de mon choix. Et puis, je vis tellement bien cette expérience-là. Je m'intègre tellement bien. Mais je ne pense pas que j'aurais eu le même, je ne dis pas succès, mais le même facilité de rentrer dans cette entreprise-là. Je n'aurais pas eu la même confiance en moi si je n'aurais pas eu les expériences que j'ai eu, soit éducation mais surtout les différents emplois que j'ai eus à l'extérieur de l'entreprise familiale. Mon intégration dans notre entreprise s'est faite très naturellement, mais aussi très doucement. Et puis, c'est sûr, il y a toujours des défis quand on est la 2e ou 3e génération, même pire, pour rentrer dans une business. Parce que je sais, quand j'avais 12 ans puis je rentrais dans un de nos concessionnaires, j'avais des gens qui me disaient « Hey, c'est mon futur boss ». Ben, c'est drôle, mais en même temps,
tu sais, faut pas se cacher, c'est des choses qui se disent. Et puis, juste pour avoir cette opportunité-là, parce que le nom de famille est XYZ, pour moi, c'est vraiment pas assez. So, quand je parle d'intégration, je pense que j'ai 3 piliers qui ont été clés pour nous comme famille. De un, c'est l'expérience que j'ai eue à l'extérieur de l'entreprise. Fait que professionnel et l'éducation. Veux pas un MBA, même si j'ai plusieurs collaborateurs qui n'ont pas des études universitaires, comprennent le travail qu'il faut faire pour avoir son MBA. Important, l'universitaire aussi. La deuxième chose, c'est, comme j'ai mentionné, c'est le parcours professionnel à l'extérieur, où est-ce que j'ai bâti des skills, des compétences. J'ai bâti des compétences à la fois très hard en termes que ce soit l'analyse, que ce soit du problem solving, entre autres, mais aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est la communication, comment monter des projets, comment aider des gens, des habiletés politiques, etc. C'est du vrai vécu. Puis le troisième pilier, puis celle-là, c'est très personnel à nous, mais il n'y avait aucune question dans mon intégration que j'allais prendre l'emploi de quelqu'un, qu'on allait tasser quelqu'un pour m'intégrer. Fait qu'il fallait qu'on ait une genre de flexibilité dans ce passage-là pour que je puisse arriver à un moment qui était assez critique pour moi dans l'entreprise, où est-ce que j'ai pris contrôle d'une de nos unités d'affaires, où est-ce que j'avais la responsabilité sur tout l'état financier d'une de nos business, où est-ce que je pouvais vraiment prouver des résultats concrets. Et puis, ça, je pense que c'est très, très, très important quand on bâtit notre relève, si on veut que la relève ait une crédibilité avec ses pairs, avec d'autres parties prenantes, les institutions financières, les fournisseurs, etc., d'autres dans l'industrie, il faut que cette personne-là puisse montrer des résultats concrets. Et puis c'est le fun des fois de rentrer dans l'entreprise et faire des fonctions très corporatives. On entend souvent parler de marketing, ou mon fils est dans le marketing, ma fille travaille au RH, toutes des bonnes leçons, mais une business, c'est livrer la performance. Et puis, moi, en tout cas, le succès que j'ai eu en gérant une concessionnaire au complet, et tous ses effectifs, puis les résultats, mais c'est des résultats noirs et blancs qui vont vivre dans le temps, dans l'historique de la business, qui ont prouvé un peu aussi que j'étais capable de faire ce que tout le reste du monde fait. Fait que je pense que, en arrivant là, sans tasser quelqu'un, sans prendre le job de quelqu'un, en arrivant là naturellement, puis de livrer la marchandise, mais ça a comme solidifié le tout. Et puis, par la suite, en tout cas, c'est dans la façon d'être avec les gens. Puis moi, personnellement, j'adore travailler avec les gens, j'adore être avec le monde, j'adore entendre leurs opinions. Fait que je pense que l'environnement que je crée autour de moi, qui est très authentique, mais l'environnement que je crée autour de moi, c'est un environnement de partage puis de collaboration. Puis je pense que les gens apprécient ça aussi. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. C'est sûr que notre business aujourd'hui a une taille très différente qu'elle était il y a 30 ans. Et puis, la responsabilité d'avoir 1200 employés, plus leurs familles qui potentiellement dépendent sur la viabilité de notre business, nous a fait en sorte qu'on a mis en place une structure qui est peut-être différente que quand c'était juste dirigé par un entrepreneur pur, puis peut-être son partner qui était son fils. Cependant, je siège sur le comité exécutif de notre entreprise avec mon père, qui est membre de la famille, mais aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas des membres de la famille Hébert. Et puis, ce que j'ai en termes de mon rôle sur le comité exécutif de l'entreprise,
c'est le respect du PDG, qui est mon père, c'est le respect des autres membres du comité exécutif, mais c'est aussi la franchise de tout le monde. Et si j'apporte une décision ou une idée qui est peut-être, tu sais, le timing n'est pas bon ou whatever, les gens, ce qu'on donne d'un comité exécutif qui va se dire les vraies choses, mais ils vont me dire c'est pas le bon moment. Et moi, de la même façon, je vais le dire à mes collègues aussi. Fait que, rendu où on est aujourd'hui, c'est plus juste un père qui dit vas-y au fils parce que la responsabilité est quand même grande et puis la business est rendue à une taille différente. Mais je dis que j'ai vraiment la chance de prendre ma place à l'intérieur de cette entreprise-là. Et une grande partie de la raison, c'est à cause de l'environnement que mon père a créé, que le grand-père a créé, la culture qu'on a créée dans l'entreprise. Et puis, c'est à moi le défi d'amener des bons projets puis des bonnes solutions à une business, et de me faire challenger, mais c'est juste pour le bon. On était excessivement fiers de pouvoir participer au projet des familles en affaires au HEC. Je pense que c'est important de comprendre la genèse, d'où vient cette idée-là de vouloir participer comme famille. Le repreneuriat ou le transfert dans l'entreprise familiale n'est pas facile. Faut que ça soit planifié, ça prend énormément d'ouverture, de communication. Et puis, c'est quelque chose que nous, comme famille, on travaille depuis plus que 15 ans, honnêtement. Ça veut dire que j'avais 17 ans qu'on a commencé. Je ne connaissais rien. Et la seule raison, je pense, qu'on est arrivé où est-ce qu'on est capable, probablement, dans les années à venir, à faire un transfert très smooth, c'est à cause de tout le travail qu'on a fait en amont, puis la vision que mon père a eue pour ce transfert-là. Cependant, je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on a vu dans notre expérience, c'est qu'il y avait très peu de ressources qui existaient pour nous aider. On a lu beaucoup de livres, on a travaillé avec un coach, on a travaillé à différentes ressources, mais en termes de partage d'expérience, de pouvoir parler avec des gens qui ont soit réussi ou ont échoué, il y avait très, très peu de possibilités de faire ça. Et moi, comme ancien de HEC Montréal, une chose que je m'attendais à avoir pendant mes études, c'était accès à un réseau de jeunes Québécois qui étaient dans un stade de repreneuriat. Je savais que ce monde-là existait et c'est une des raisons que je suis allé au HEC Montréal. Cependant, il fallait que je me débrouille moi-même en faisant du réseautage à tous les jours, souvent à l'extérieur des classes et à l'extérieur des heures d'école, pour trouver ce monde-là, pour après bâtir des liens, la confiance, pour effectivement avoir cet environnement de partage. Ce qui m'a beaucoup aidé, mais ce qui a aussi aidé les gens avec qui on a formé un petit groupe. Fait que la raison de participer et de vouloir supporter les familles en affaires, ça vient de ça vient du vécu, ça vient du fait que, honnêtement, ça n'existe pas. Et puis, ça vient du fait que la seule façon qu'on va s'aider, les entrepreneurs québécois, à passer à travers ce défi de relève-là, c'est en échangeant, c'est en parlant des idées. Et puis, je pense que c'est une opportunité en or pour le Québec, pour HEC et pour toutes les entreprises et les familles qui veulent s'impliquer. Alors, voilà, on est excessivement fiers, comme je dit, de pouvoir juste participer. Ma plus grande objectif
honnêtement, et ça semble peut-être simple, mais difficile peut-être à mettre en pratique. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens intelligents au HEC qui vont mener le projet, là, mais c'est de faire en sorte que ces étudiants-là peuvent juste se rencontrer, peuvent savoir, être au courant qu'il y a d'autres gens comme eux qui sont à l'école. Puis pour faire ça, c'est pas facile parce qu'il n'y a aucune place dans le formulaire d'administration où est-ce qu'on marque que je suis potentiellement issu d'une famille en affaires. C'est pas un genre de question qui est là. Il n'y a aucune façon probablement systématique de le faire, mais à travers des initiatives où est-ce qu'on va encourager les gens à venir voir du contenu, où est-ce qu'on va encourager des discussions en classe, où est-ce qu'on va encourager pas des modifications, mais où est-ce qu'on va encourager le curriculum d'en parler un peu. Mais tout à coup, peut-être ces gens-là, ils vont commencer à lever la main et dire « Ah, ça c'est pour moi, ça. » Quelqu'un d'autre, mais moi aussi. Puis là, tout à coup, si juste 2 personnes peuvent se rencontrer, puis peuvent se parler, puis un jour que leurs familles peuvent se parler ensemble, pour moi, on a réussi 100 000 fois.